Bonjour et bienvenue au podcast de l'association Stoa Gallica, le stoïcisme aujourd'hui. Pour ce podcast, j'ai le plaisir de recevoir Rodolphe Le Penru. Rodolphe Le Penru est docteur en philosophie antique de l'Université de Lille. Chercheur associé au laboratoire Savoir, Texte, Langage de l'Université de Lille, il est l'auteur d'une thèse qui a pour titre L'usage stoïcien de la dialectique en éthique de Zénon à Épictète. Durant ce podcast, Rodolphe va nous expliquer de manière extrêmement claire et pratique l'intérêt de la dialectique chez les stoïciens et comment en faire usage. Bonne écoute. Bonjour Rodolphe Penru, comment allez-vous? Bonjour, je vais bien, merci. Vous êtes l'auteur d'une thèse dont le titre est L'usage stoïcien de la dialectique en éthique de Zénon à Épictète. La dialectique et la logique dans le stoïcisme a une place particulière. Mais en tant que spécialiste, est-ce que vous pouvez définir la dialectique dans le contexte du stoïcisme et expliquer pourquoi elle est centrale dans cette école de pensée? Oui, d'abord, il faut la replacer dans le contexte, général de la doctrine et rappeler qu'il y a 3 parties, dans la doctrine, stoïcienne: la physique, la logique et l'éthique. Et donc en fait, ça veut dire que la théorie, stoïcienne, la doctrine stoïcienne comporte 3 ensembles de principes qui sont pour certains physiques, par exemple, qui vont dire que toute chose arrive conformément au destin. D'autres qui vont être éthiques, la vertu suffit au bonheur, et d'autres encore qui vont être logiques. Et en logique, par exemple, on va avoir le principe de non-contradiction ou des principes comme ça qui sont des principes logiques. Et tous ces ensembles-là de principes vont former, la théorie, stoïcienne. Et ça signifie que le sage stoïcien, qui donc lui a assimilé tous ces principes-là et donc a une connaissance parfaite de cette, théorie, dans sa vie, dans la conduite de sa vie, il se conforme, constamment à l'intégralité de ces principes. Donc en fait, quand il vit de manière vertueuse, il vit aussi comme en accord avec la nature, c'est-à-dire en accord avec les principes physiques, et il vit aussi, d'une manière cohérente, c'est-à-dire en accord avec la, logique. Donc à chaque fois, il embrasse tous ces 3 parties de la théorie stoïcienne, il les embrasse dans, la conduite de sa vie. Et la dialectique, c'est une sous-partie de la partie logique de la, philosophie stoïcienne. Je rentre pas trop dans les détails, mais la logique, stoïcienne, elle comporte essentiellement 2 parties. La rhétorique, qui est, la technique pour, bien parler, pour, adresser des discours à un public, à une foule, et la dialectique, qui est, elle, une, théorie du raisonnement, de l'argumentation. C'est des principes qui permettent de bien argumenter, de bien raisonner. Et je précise une chose qui, je pense, sera très importante dans la suite. Les stoïciens et dans l'Antiquité, d'une manière assez générale, on conçoit, l'argumentation comme un dialogue. Il faut être 2 pour argumenter. Il y en a un qui pose les questions et l'autre qui y répond. Donc là, ce qu'on fait, en ce moment, c'est un peu, de la dialectique. Alors je parle un peu trop pour que ce soit de la dialectique, il faudrait que je réponde simplement à vos questions par oui ou par, non. Mais voilà, l'échange, c'est un dialogue entre un questionnant et un répondant. Et l'idée, c'est que le questionnant pose des questions qui sont en fait comme les prémices d'un raisonnement. Le répondant va les valider ou non. Et s'il les valide, eh bien, le questionnant peut poser une autre question. Le répondant va là encore admettre ou non. Et dès lors que le répondant a admis au moins 2 propositions, 2 prémices, le questionnant va pouvoir le contraindre à admettre ce qui suit des 2 prémices. Et donc ça rejoint en fait ce qu'on a dans un argument. Dans un argument, on a au moins 2 prémices et la conclusion. Le questionnant va soumettre les 2 prémices au répondant. Si le répondant les valide, il est contraint d'admettre la conclusion. D'accord, mais il faut donc forcément être 2 ou au moins 2, mais c'est pas possible, d'avoir de la dialectique, avec soi-même, c'est-à-dire être en même temps, questionnant et répondant?
Si je pense que c'est possible, mais que justement, il faut toujours l'envisager sous la forme d'un dialogue, même un dialogue intérieur, où, le théoricien, par exemple, le stoïcien, si on imagine Chrysippe, l'un des principaux représentants du stoïcisme, élaborer la doctrine stoïcienne, lorsqu'il, façonne la théorie, il a besoin de la logique, de la dialectique, et en fait, il s'interroge lui-même. Il va se soumettre tel principe physique ou éthique, s'interroger sur le bien fondé et au terme de l'examen, valider ou non ce principe. Et s'il le valide, il l'intègre à la théorie. D'accord. Et la dialectique a démarré dès le départ dans le stoïcisme, depuis dès Zénon, ça a été important? Oui, en fait, dès Zénon, on a la tripartition déjà dès Zénon, entre physique, logique et éthique. Et dès Zénon, la logique est divisée en dialectique et, et rhétorique. Rhétorique. Pardon. Et rhétorique, pardon, Et je disais. rhétorique. Et après, peut-être pour mieux comprendre, dès Zénon, on a l'usage d'images pour représenter la philosophie, ses 3 parties et le rôle de chacune d'entre elles. Et ces images, elles permettent de comprendre en fait un peu mieux. Là, on a un peu compris comment ça fonctionnait la dialectique, mais après, en fait, ce qui a pu susciter des critiques, d'ailleurs au sein même du stoïcisme après, c'est de se dire: «Mais à quoi ça sert d'avoir, une théorie aussi élaborée, de l'argumentation, et d'avoir quelque chose d'aussi sophistiqué?» Et les images de la philosophie, les images stoïciennes de la philosophie permettent de l'illustrer. Il y a une première image qui compare, dans laquelle les stoïciens comparent la philosophie à un jardin. Et la logique, c'est le mur qui entoure le jardin. Au milieu du jardin, il y a des arbres, et les arbres représentent la physique, la partie physique de la philosophie. Et l'éthique, c'est les fruits qui sont portés par les arbres. Et donc, dans cette image, on comprend que l'éthique, c'est ce qui est le terme, la finalité de la philosophie. Le but, c'est d'être heureux. Donc, la finalité de la philosophie, c'est d'être heureux. C'est une finalité éthique. Et on se base sur la physique. C'est-à-dire que l'éthique va avoir besoin de se baser sur la physique. Pour être heureux, il va falloir avoir une connaissance physique. Il va falloir, enfin, ça rejoint l'idée selon laquelle être heureux pour un stoïcien, c'est vivre en accord avec la nature, avec le cours des choses. Donc, il faut avoir une connaissance physique. Et là, le mur qui est autour, il est censé défendre tout ça. C'est un mur défensif. Il faut protéger la doctrine physique et éthique des attaques qui pourraient venir de l'extérieur. Et ça, cette image-là, c'est possible que Zénon, enfin, le fondateur lui-même, l'ait utilisé déjà, avec l'idée que il faut se replacer dans le contexte de l'époque. Vous avez à Athènes l'école stoïcienne, mais il y a plein d'autres écoles qui sont autour et qui sont concurrentes. Et il y a des débats, des objections qui fusent de tous côtés. Et donc les stoïciens, il faut qu'ils défendent leur doctrine contre leurs adversaires, et en particulier les sceptiques, les adversaires sceptiques qui sont très virulents et qui essayent justement, parce que les sceptiques, eux, ils pensent qu'on ne peut rien savoir, et les stoïciens, eux, ils sont persuadés qu'on peut savoir quelque chose. Ils sont persuadés que leur doctrine est vraie. Donc les sceptiques, ils vont vouloir attaquer les principes stoïciens, et la logique et la dialectique, c'est le mur. C'est le mur qui va permettre de défendre les principes physiques et éthiques contre les objections des sceptiques en particulier. D'accord. Et en fait, je vois souvent quand je pense à la relation entre l'éthique, la logique et la physique, je me dis que, bah, le but, c'est d'être heureux, donc l'éthique. Pour être heureux, il faut comprendre le monde, donc grâce à la physique, et pour comprendre le monde, on a besoin de la logique pour comprendre le monde. C'est un peu, enfin, évidemment, ce n'est pas aussi, causal que ça. Les 3 interagissent entre eux, mais heu, je vois bien comment est-ce que comment est-ce que la logique peut, être, très utile pour, l'éthique. Oui. Après, c'est vrai que c'est systématique. Il y a l'idée aussi, cette image-là, elle rend pas complètement justice au rôle. En fait, il y a l'idée que, si
les stoïciens défendent par exemple l'idée que le plaisir n'est pas un bien, et qu'un épicurien arrive et propose un argument disant que le plaisir est un bien. Ici, il va falloir être en mesure de contrer son argument. Parce que si on a là un argument en faveur de la thèse le plaisir est un bien et un argument contre cette thèse, la thèse perd toute sa force. Donc il faut réussir à réfuter l'argument épicurien, sauver la thèse stoïcienne. Et c'est là que la dialectique va permettre justement, avec toujours l'idée des questions et des réponses. En fait, il faut comprendre que l'épicurien qui avance une objection, c'est comme s'il me faisait à moi une question, en me disant, mais dis donc, est-ce que le plaisir, ce serait pas un bien pour telle raison? Et moi, il va falloir que j'arrive à trouver la parade pour ne pas être obligé d'admettre que le plaisir est un bien. Sinon, mon principe tombe. Et ce qui est important aussi, parce que là, ça semble très théorique, en fait, de ce point de vue-là théorique, ce point de vue théorique, il a un parallèle, il a un équivalent dans l'âme même du disciple stoïcien. C'est-à-dire que le stoïcien qui vient d'admettre que le plaisir n'est pas un bien et que la douleur n'est pas un mal, il va falloir qu'il défende ces principes-là, parce que sinon, si au premier événement venu ou à la première objection venue, il l'abandonne, eh ben, il ne va pas vivre de manière constante en accord avec ce principe. Et donc, il faut qu'il puisse le défendre. Et pour le défendre, il va donc devoir répondre aux objections et ne pas se laisser tromper peut-être par des arguments qui seraient séduisants de la part des Les épicuriens. adversaires. Voilà. Mmh. D'accord, donc c'est vraiment un outil pour, garder garder la construction systématique, du stoïcisme intacte. Hem Et comment est-ce que parce que la dialectique, d'accord, elle a commencé dès Zénon, mais le stoïcisme, dure, allez, 500 ans, peut-être plus, mais de Zénon à, Épictète et au-delà. Comment est-ce que, ça a évolué cette idée de dialectique? Parce qu'ils se sont fait attaquer par les sceptiques, ils se sont font, les stoïciens se sont fait attaquer aussi par les péripatéticiens, hein, les disciples d'Aristote. Et j'imagine que ça a dû évoluer leur, manière d'envisager la dialectique. Heu, Ça a un peu évolué, mais toujours avec une certaine constance parce que les les stoïciens aiment bien la constance, et donc à la fois, c'est vrai que sur les 5 siècles de l'histoire de l'école stoïcienne, il y a énormément de débats, et donc on a l'impression que chaque stoïcien, il va de sa petite pierre en disant: «Oui, alors moi j'ai plutôt, cette conception-là qui diverge de celle du prédécesseur». Et en fait, au bout du compte, il y a quand même une vraie constance dans l'école stoïcienne sur ce point-là, sur beaucoup de points, je pense, mais sur ce point-là aussi. Il y a toujours une volonté de réinventer, de réinterroger, de réarranger le système sans jamais de grandes, de grandes ruptures. Il y a toujours une constance. Après, ce qui est intéressant de voir, c'est que la dialectique, il y a énormément de critiques au sein même de l'école stoïcienne sur la dialectique, qui disent la dialectique, ça sert à rien, la dialectique, c'est un art de couper les cheveux en quatre, mais ça sert à rien pour être heureux, parce que voilà, être capable de résoudre des sophismes, de ne pas se laisser tromper par des sophismes, ou d'élaborer des syllogismes très complexes, c'est pas ça qui va permettre d'être heureux. Et Zénon lui-même, il y a des passages où il semble être critique, où il dit la dialectique, c'est juste quelque chose qui permet de mesurer le fumier. Il a cette expression-là qui semble dire que voilà, ça sert à rien, ou ce à quoi ça sert, enfin, ça sert à mesurer des choses qui sont sans valeur. Donc, en fait, arrêtons d'en faire et passons, écartons-le. Et en fait, à chaque fois qu'il y a des critiques, je pense, de la dialectique chez les stoïciens, il faut toujours les remettre dans leur contexte et elles sont jamais définitives. Et Zénon, quand il critique ça, bah, il fait référence à la dialectique de ses adversaires. En fait, parce que ses adversaires aussi, ils font usage du raisonnement, des objections, des arguments, et sauf qu'ils en font un mauvais usage. Les mégariques, par exemple, qui est une autre école, bah, eux, leur plaisir, c'est d'inventer des sophismes. Ils inventent le sophisme du cornu, par exemple. C'est euh, euh, ce que tu n'as pas perdu, tu l'as encore. L'interlocuteur répond bah oui, forcément, mais tu n'as pas perdu de corne. L'interlocuteur est obligé
dire: «Bah, non, donc tu as des cornes» et donc leur petit plaisir, mégarique, c'est d'inventer des sophismes et c'est vrai que ça, quand on voit ça, on se dit: «Bah, ça sert à rien, de savoir, élaborer ou même résoudre le cornu lorsqu'on veut être, heureux» et donc les stoïciens et Zénon, critiquent ce genre de choses. Et il y a une autre critique, il y a une autre pratique dialectique que les stoïciens et en particulier Zénon, rejettent, c'est celle des sceptiques aussi. Parce que les sceptiques, ce qu'ils font, c'est que pour détruire les principes des autres écoles, ils argumentent en leur faveur et contre. Et l'idée, c'est que on va mettre des arguments pour et des arguments contre, ça va créer un équilibre et comme on a montré qu'on pouvait aussi bien argumenter pour que contre, ça détruit la thèse. Et ça, Ah oui. cet usage de la dialectique, bah, il est dévastateur. Parce qu'il peut ruiner une doctrine. Et donc les stoïciens, et Zénon en particulier, il va dire oui, alors la dialectique c'est utile, mais attention, à condition d'en faire bon usage. Et la dialectique des mégariques ou des sceptiques, celle-là, oui, c'est un outil pour mesurer le fumier. C'est quelque chose qui sert à rien et qui est même dangereux. Mais voilà, il y a des critiques comme ça qui vont rester tout au long du stoïcisme. Je mentionne juste Ariston peut-être parce qu'il est amusant. C'est un disciple important de Zénon. Et lui, par contre, c'est le seul stoïcien à véritablement rejeter la logique et la dialectique. Mais il est un peu original et donc il va dire que la dialectique, c'est aussi euh, enfin, ceux qui font de la dialectique, c'est comme ceux qui décortiquent les crânes. Ils passent beaucoup de temps pour pas grand-chose. Et il y a l'idée qu'on coupe les cheveux en quatre, là encore. Euh, et après, ça va être repris considérablement par Chrysippe, qui est le troisième chef de l'école stoïcienne, qui, lui, va élaborer considérablement la théorie dialectique et inventer une logique équivalente à celle d'Aristote, en fait. Et il y a la logique d'Aristote et après, il y a la logique de Chrysippe. Et ces deux logiques qui, dans leur complexité, sont relativement équivalentes. Donc, c'est considérable ce qu'il a construit. Et plus tard, les stoïciens qu'on connaît mieux aujourd'hui, Sénèque et Épictète, eux, ils vont être dans les entretiens, dans les lettres à Lucilius, pour Sénèque, dans les entretiens pour Épictète, ils sont très, très, très critiques sur la dialectique. Et donc, quand on les lit, on a l'impression qu'ils sont vraiment en rupture avec ceux qui ont précédé. Mais je pense là aussi il faut replacer ça dans le contexte de leurs ouvrages, qui est un contexte pédagogique. Et en fait, là, l'idée, c'est de dire à leurs disciples, attention, ne pensez pas que la philosophie se réduit à des arguments, à de la dialectique pure, mais attention, faites bien, ayez le souci de toujours avoir en vue la finalité qui est la vertu, la sagesse, le bonheur. Et donc ne faites jamais de la dialectique pour elle-même, mais ayez toujours le souci d'en faire usage pour progresser vers la sagesse. C'est ça le souci. Et donc c'est comme ça, et c'est pour ça que c'est pas une critique définitive non plus, même si elle est récurrente. Ils n'ont pas rejeté complètement donc la dialectique et ils disent donc à leurs disciples: «Utilisez-la, mais utilisez-la seulement si elle sert à arriver à, servir l'éthique». C'est ça, avec un usage pédagogique, peut-être qu'on y reviendra tout à l'heure, mais avec Mmh. l'idée que, ça va, les différents usages de la dialectique, enfin l'usage de la dialectique va pouvoir varier en fonction du stade pédagogique, du stade de la progression, philosophique où l'on se trouve. D'accord, justement, comment est-ce que, ils ont utilisé ça, Sénèque par exemple et Épictète, soit Sénèque dans les Tralucilius ou Épictète dans les Entretiens pour, dans ce but pédagogique, Alors ils ont chacun leur manière, spécifique de le faire. Ils ont leur originalité à chaque fois. Sénèque, dans les Lettres à Lucilius, alors les Lettres à Lucilius, pour ça, c'est passionnant à lire, parce qu'il faut avoir en tête que déjà on les a à peu près toutes et on en a 120, c'est à peu près complet et elles sont, dans une sorte d'ordre chronologique. C'est-à-dire que, il y a un ordre, elles sont ordonnées. Et elle représente en fait la formation, l'enseignement de la doctrine stoïcienne à un disciple. Elle donne à voir une progression? concrètement une Mmh. progression d'un disciple avec des fois Lucilius. Alors, sur enfin, c'est sans doute pas une vraie correspondance, hein, mais finalement peu importe.
parce que Sénèque nous donne à voir ce que peut être un enseignement de la doctrine stoïcienne. Donc pour ça, c'est quand même enfin, c'est extrêmement intéressant. Et l'idée, c'est que, enfin, Lucilius, il y a des fois où, au début, il est résolu, mais il y a des fois où il a des petites rechutes, puis il y a des fois où il a du mal à comprendre, donc il faut lui expliquer plusieurs fois, donc c'est très réaliste. Et dans ce contexte-là, Sénèque va faire un usage assez original parmi les stoïciens de la dialectique. Euh, Dans sa pédagogie, il distingue 2 choses, dans les lettres 94 et 95 où il détaille vraiment sa pédagogie. Il distingue 2 étapes. Une étape où on fonctionne par précepte, c'est-à-dire par règles de vie assez courtes, formulées de manière assez frappante, par exemple aussi, à l'impératif. Sois courageux, hem, affronte la mort, suis l'exemple de Caton, des choses comme ça qui sont censées, exhorter, encourager le disciple. Et cette première ét et ça, c'est la 1re étape et donc c'est ce que, Sénèque va plutôt faire au début. Ensuite, dans la 2e étape, il va y avoir une étape beaucoup plus théorique, parce que là, c'est juste des préceptes qu'on balance. Dans la 2e étape, il va y avoir une étape beaucoup plus théorique avec de longues démonstrations, qui vont en fait permettre de fonder et d'articuler, ensemble les préceptes, de justifier, de fonder, d'articuler les préceptes qu'il y avait dans la 1re partie. Et on retrouve un peu l'image du mur autour du jardin et aussi une autre image que les stoïciens utilisaient, l'idée que la philosophie comme un animal dont la logique serait le squelette. Donc là, il y a vraiment l'idée qu'on imagine que les préceptes, c'est plein de petits bouts de l'animal et la logique, c'est ce qui va venir solidifier tout ça par des chaînes de démonstration, de déduction, par un ensemble d'arguments. Et, et donc, il y a ces 2 étapes-là et forcément, il ne peut pas faire le même usage de la dialectique tout au long des lettres à Lucilius. Au début, ça c'est assez intéressant, Lucilius, dans la 1re lettre, on apprend qu'il est volontaire. Il est décidé à faire de la philosophie. Et donc il écrit, alors c'est sans doute fictif, mais enfin, on apprend qu'il a écrit à Sénèque pour que Sénèque l'accompagne dans la philosophie. Et le premier objet de la dialectique, ça va être d'encourager Lucilius dans sa résolution, de faire en sorte qu'il tienne sa résolution. Et donc, il y a des premiers arguments très simples qui vont être utilisés par Sénèque pour l'encourager à philosopher, ce qu'on appelle des arguments protreptiques. C'est des arguments assez simples, et par exemple, il va utiliser l'argument suivant: soit l'univers est gouverné par un dieu, soit l'univers est gouverné par le hasard, ce qui est en gros l'alternative entre la physique stoïcienne et la physique épicurienne. Et il va dire, mais dans les 2 cas, il faut philosopher. Parce que si le monde est gouverné par Dieu, il faut philosopher pour savoir comment accorder notre vie à la volonté divine. Et si le monde est gouverné par le hasard, pour supporter le hasard, il va falloir philosopher aussi. Donc dans les 2 cas, il faut philosopher. Et ça, c'est un argument intéressant. Parce que il ne peut, enfin, c'est un argument qui est tout à fait approprié au début d'une formation. Pourquoi? Si on regarde la forme de l'argument, ça donne, au début, on présente 2 possibilités. Ou le monde est gouverné par Dieu, ou le monde est gouverné par le hasard. Il y a 2 possibilités et on imagine qu'il n'y en a pas d'autres. Et de ces 2 possibilités découle une même conséquence. Il faut philosopher. Et donc cette conséquence est nécessaire. Si on a 2 possibilités, si on a seulement 2 possibilités et qu'une même conséquence suit de ces 2 possibilités, la conséquence ne peut pas ne pas être vraie. Donc forcément, il faut philosopher. Et ça, c'est utile aussi parce qu'il y a l'idée que, quel que soit, si je me mets à la place de Sénèque, il dit à Lucilius, quelle que soit ta conception de l'univers, Lucilius, qui est peut-être pas encore une conception stoïcienne, parce que c'est au tout début de sa formation, donc il n'est pas encore stoïcien, mais il va lui dire, quelle que soit ta conception de l'univers, de la manière dont il fonctionne, il faut que tu philosophes, donc tiens-toi à ta résolution. Et là, il y a un premier usage de l'argument et de la dialectique qui correspond. Mmh. Puis après,
Après, il va commencer à donner des préceptes. Et dans la partie où il donne des préceptes, il va utiliser très peu d'arguments ou des arguments très courts parce que pour si on veut, enfin si un disciple débutant, on veut l'aider à affronter la peur de la mort, lui dire d'emblée la mort n'est pas un mal parce qu'il y a de belles morts et ce qui est beau n'est pas un mal, ça va être compliqué de le convaincre tout de suite et donc ça ne va pas avoir d'effet. Sénèque ne va pas réussir à le convaincre immédiatement parce que ça suppose beaucoup trop de prérequis stoïciens et le débutant, il ne les a pas. Donc le débutant, il va arrêter la correspondance tout de suite. Donc c'est pas approprié. Donc Sénèque a besoin de construire, pour arriver, à cette dernière idée, C'est ça. il faut qu'il construise. C'est ça. Il va commencer par des préceptes. Et en fait, l'idée là, c'est le discours, les images qu'il va prendre, c'est celui, le chef d'armée qui veut amener ses hommes à la mort. Il va pas leur sortir des syllogismes, ça marchera pas. Il va leur dire ce jour est le dernier, nous serons tous morts ce soir, mais c'est pour la gloire et l'honneur. Et là peut-être qu'il va réussir à les enlever. Mais au début, il faut fonctionner autrement. Après, le problème, et ça rejoint un peu ce que je disais tout à l'heure, c'est que si on en reste au précepte, le disciple, en fait, ses convictions sont très fragiles. Le fait d'être courageux face à la mort, bah, ça va juste reposer sur la force de conviction du précepte qui a été formulé par Sénèque. Peut-être un peu l'autorité que Sénèque a sur lui, parce qu'il reconnaît que c'est quelqu'un de très sage, tout ça, donc ça va avoir une certaine force sur lui. Mais cette force, elle risque de se dissiper. Surtout si Sénèque ne la réactive pas, ou si vous avez un autre philosophe qui arrive et qui l'inquiète, ou au contraire, enfin, ou autre chose, un événement qui survient dans la vie de Lucilius qui est tellement violent que le précepte il est balayé. Genre, au Euh, début, Lucilius est motivé par le stoïcisme, Sénèque lui donne, quelques, enfin les préceptes pour, le lancer, mais à un moment, bah, ça ne suffit plus et il faut donner plus fort. Faut, donner de quoi vraiment, écrire ça dans le cerveau de Lucilius. C'est ça, c'est exactement ça. Il faut ancrer les préceptes dans l'âme de Lucilius, parce que ça me rappelle une autre anecdote de Denis, qui était un disciple de Zénon et qui est l'apostat. Il a renié le stoïcisme pour devenir épicurien, ce qui est la pire des hontes pour un stoïcien. Et comment ça s'est passé? C'est qu'on lui avait toujours enseigné à l'école stoïcienne que la douleur n'est pas un mal. Et le problème, c'est qu'il avait une maladie qui faisait qu'il souffrait énormément. Et il lui dit, mais c'est pas possible. Si je souffre autant et si je n'arrive pas à me convaincre que la mort n'est pas, que la souffrance n'est pas un mal, c'est que la souffrance est un mal. Et donc, sa conviction n'était pas suffisamment solide dans son âme pour qu'elle ne soit pas balayée de cette manière-là par la souffrance qui était la sienne. Et donc, il est allé voir les épicuriens. Et pour que ça n'arrive pas à Lucilius, Sénèque, il faut qu'il passe à une deuxième étape. Alors, quand je dis des étapes, ça se fait de manière très progressive dans les lettres. Hein, mais il y a quand même, à mesure qu'on avance dans les lettres, par exemple, les lettres sont beaucoup, beaucoup plus longues. C'est frappant. Les premières lettres peuvent faire une page, deux pages. Les dernières lettres, il y a des lettres qui sont des petits livres, en fait. C'est énorme. Et là, il va utiliser des outils dialectiques, c'est-à-dire des démonstrations où on va partir on va fonder en fait les préceptes, soit certain que la mort n'est pas un mal, on va pas se contenter de ça, mais on va démontrer à partir des principes de la doctrine, des principes physiques, des principes euh, éthiques aussi, on va montrer que la mort n'est pas un mal. Et là, il y a des séries de syllogismes, de démonstrations à la fin des lettres à Lucilius, avec des lettres très 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 techniques. Euh, et avec l'idée en fait que c'est ça qui va permettre la stabilité des convictions de Lucilius, qui va lui permettre de vivre avec constance, conformément aux principes de la doctrine, et de ne plus avoir besoin non plus de Sénèque. Parce que si
Lucilius a lui-même la preuve que les préceptes qu'il met en application sont vrais, il n'a plus besoin de Sénèque pour l'encourager à les appliquer. Il est devenu autonome, parce qu'il a lui-même les preuves. Et après, on retrouve ça chez Musonius aussi, par exemple. C'est assez intéressant sur son usage. Musonius, donc c'est à peu près contemporain de Sénèque. Et on a reçu de lui des entretiens un peu à la manière d'Épictète. C'est-à-dire, c'est des transcriptions prises par l'un de ses disciples pendant ses cours. Le disciple, c'était Lucius. Et alors, on a des transcriptions d'une partie des entretiens de Musonius, mais c'est en beaucoup plus petite quantité que pour Épictète. Épictète étant le disciple de Musonius. Et dans ces entretiens, le premier, il porte sur la démonstration, sur l'utilité pédagogique de la démonstration. La démonstration, c'est un type d'argument qui consiste en fait à partir d'une proposition qui est vraie de manière évidente et de déduire à partir d'elle une proposition qui n'est pas vraie de manière évidente. C'est-à-dire que, et donc, par exemple, l'exemple qu'il donne, c'est Musonius lui-même, le plaisir n'est pas un bien. Le plaisir n'est pas un bien pour la majorité, ou quasiment tout le monde, c'est pas du tout évident C'est pas du tout, non, bien c'est pas sûr. du tout évident. Et donc, si Musonius arrive devant ses disciples et leur dit le plaisir n'est pas un bien et qu'il s'en va, au mieux, ils vont rire, et au pire, ils vont s'en aller, ils vont jamais remettre les pieds à l'école de Musonius. Donc ça peut pas marcher comme ça. La stratégie, ça consiste à partir de principes qui sont évidents, donc qui sont admissibles, et à conduire, à déduire à partir de ces principes évidents le principe qui n'est pas immédiatement évident. Et comme ça, on va essayer de convaincre l'interlocuteur. Le but ici, c'est d'utiliser la démonstration pour convaincre. Et en fait, et là, on retrouve complètement le caractère dialogique que je disais tout à l'heure. Il y a vraiment cette idée que, en particulier en contexte pédagogique, mais ça vaudrait aussi pour celui qui élabore la théorie, il y a toujours l'idée, je me pose une question pour avancer dans dans la démonstration. Musonius, il va poser des questions à ses interlocuteurs. Et le but, c'est d'arriver à faire admettre à son interlocuteur quelque chose dont il va pouvoir ensuite déduire le principe en question. Je donne l'exemple, du coup, pour le plaisir n'est pas un bien, il va dire à ses interlocuteurs, le plaisir, le bien, c'est toujours quelque chose qui est digne d'être choisi. Et là, on peut supposer par contre que ce principe-là, il est plus admissible pour ses interlocuteurs. Voilà, dire que le bien, c'est quelque chose qu'on doit toujours choisir, c'est quelque chose qui correspond à notre notion commune du bien. Sauf que si on dit le bien, c'est quelque chose qu'il faut toujours choisir, ensuite on va pouvoir dire oui, mais il y a certains plaisirs qui ne sont pas dignes d'être choisis. Il y a des plaisirs honteux, il y a des plaisirs moralement répréhensibles, etc. Et on va pouvoir conclure, comme conclut Musonius, en disant donc le plaisir n'est pas un bien. Et avec l'idée, donc, on est allé chercher des choses admissibles pour l'interlocuteur pour l'amener progressivement à ce qu'il n'aurait pas admis immédiatement. Et ce qui est passionnant chez Musonius, parce qu'il insiste beaucoup là-dessus, c'est qu'il dit qu'il faut toujours s'adapter à l'interlocuteur. Il faut toujours aller chercher son interlocuteur parce que, et donc finalement, Musonius, il s'adresse à un groupe, mais c'est toujours sous la forme de dialogue. Enfin, ça peut pas marcher autrement. C'est toujours sous la forme de dialogue entre deux interlocuteurs. Et on retrouve la même chose chez Épictète. Les entretiens, c'est la même chose. C'est des transcriptions de cours où Épictète il s'adresse à un groupe. Mais en fait, c'est que des dialogues entre deux. Soit parce que Épictète il prend comme exemple un de ses élèves, donc il va l'interroger, puis il va lancer un dialogue avec lui, et ça sert d'exemple pour tout le monde. Soit il va lui-même faire le dialogue tout seul, en faisant les questions et les réponses. Mais il y a toujours l'idée d'un dialogue, c'est toujours des dialogues dans les entretiens, avec justement cette idée, et je reviens à Musonius, que
il faut aller chercher et s'adapter à son interlocuteur. Il donne un exemple assez amusant en disant, si on prend le principe, le travail n'est pas un mal, qui n'est pas non plus un principe évident pour la majorité des gens. Donc il va falloir le démontrer, il va falloir le rendre évident à son interlocuteur. Et il dit: «Mais j'ai 2 élèves. J'ai un élève qui est spartiate, donc élevé à Sparte, dans la culture de l'effort, et j'ai un autre élève, alors peut-être, qui vient d'Athènes, qui est élevé lui dans le luxe, dans le la jouissance, donc ils n'ont pas eu du tout la même éducation». Et il dit et en gros, il dit: «Bah, ça va être beaucoup plus long de convaincre l'élève qui a été élevé dans le luxe que le travail n'est pas un mal». Le spartiate, ça va aller beaucoup plus vite. On va par exemple pouvoir dire aux spartiates, heu: «Ce qui est supportable n'est pas un mal». Et ça je pense qu'on peut l'admettre, enfin, c'est quelque chose de plus admissible. Ce qui est supportable n'est pas un mal, c'est un principe qui est plus admissible communément. Mmh. Et ensuite, on va dire: «Mais tu peux supporter le travail». Et là, le spartiate va dire: «Bah oui, parce qu'il a été élevé, dans la culture de l'effort, donc le travail, ça lui fait pas peur». Et il va finir par admettre donc que le travail n'est pas un mal puisqu'il peut le supporter. Mais si on fait la même démonstration à l'élève qui a grandi dans le luxe et dans le plaisir et qu'on lui dit, «Ce que tu ne peux supporter, ce n'est pas un mal», il va peut-être dire: «Oui, aussi». Et quand on va lui dire: «Tu peux supporter le travail», il va dire: «Non, non, non, moi je ne peux pas supporter le travail». Et donc là, il va falloir rallonger la démonstration. Il va falloir rajouter une démonstration pour démontrer à cet interlocuteur-là que le travail, que l'on peut supporter le travail. Donc ça suppose quelque chose supplémentaire. Peut-être que Musonius va justement se donner de sa personne et montrer et être lui-même très, laborieux, faire beaucoup de travail et puis après il va lui dire: «Bah, tu vois, moi j'ai bien réussi à supporter le travail». Donc mais il va falloir qu'il trouve d'autres choses pour, convaincre le deuxième élève alors que le premier il a compris depuis très longtemps. Heu, Mmh. Oui, je vois, c'est un peu, comme si, par exemple, on voudrait, convaincre quelqu'un que, l'argent ne fait pas le bonheur. On va prendre quelque chose de basique, mais entre quelqu'un qui est déjà riche et quelqu'un qui est pauvre, peut-être que le riche va très vite, dire: «Ah oui, oui, c'est vrai, l'argent ne fait pas le bonheur, je suis riche et parfois je suis pas heureux». Alors que, le pauvre, lui, il va tout de suite dire: «Non, non, l'argent, fait le bonheur, c'est pas possible». Et du coup, il faut un peu plus convaincre, par l'argumentation, par les démonstrations que, l'argent ne fait pas le bonheur, enfin, je dis, plus longuement avec, la personne pauvre que à la personne riche. oui, absolument. C'est absolument l'idée et donc la conclusion que l'enseignement est toujours dialectique au sens où il est dialogique. Il se fait toujours à 2 et d'ailleurs, je ne sais pas bien comment ils s'y prenaient dans leur groupe. Est-ce que parfois ils s'adressaient à un, en particulier ou ils s'adressaient toujours au groupe? Mais en Mmh. fait, s'ils s'adressent directement au groupe dans son ensemble, en fait, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont passer en mode rhétorique. Ils vont plus être dans un dialogue de questions et de réponses, mais ils vont faire un discours. Un discours, ils vont pouvoir glisser des arguments, mais des arguments qui vont rester très généraux et qui ne vont peut-être pas convaincre tel ou tel individu. Et donc ça perd en efficacité. C'est pour ça que c'est important, que ce soit un dialogue de personne à personne. Et Mmh. après peut-être sur un dernier point sur l'usage pédagogique de la dialectique dans le cas d'Épictète. Oui. Lui, il y a un point qui est intéressant, c'est que, il s en fait, il pense que ce qui va inciter ses disciples à philosopher, c'est de passer de les mettre devant leurs contradictions. Ça ressemble un petit peu à ce que fait Socrate, en fait. Sauf que, ensuite Épictète lui mais ce que fait Socrate quand il cherche à coincer, ses interlocuteurs pour qu'ils, reconnaissent leur ignorance, Épictète, il fait un peu ça parce qu'il est inspiré, il est influencé un peu par la figure de Socrate et il pense que c'est une bonne chose. Et en fait, son idée, c'est que, lorsque un être humain, comme un être humain est rationnel, lorsqu'un être humain se trouve face à une contradiction, il ne peut pas ne pas la fuir. Il ne peut pas ne pas essayer de la résoudre.
alors c'est un optimisme, enfin voilà, c'est assez optimiste, mais il y a vraiment Mmh. l'idée que nous, en tant qu'être rationnel, on ne peut pas supporter la contradiction. Tout comme on ne peut pas refuser l'évidence. Il y a et impossible. Donc si Ouais, on montre, c'est des postulats pour eux, peut-être, ils pensent que parce que, je suis sûr qu'on peut aujourd'hui trouver, plein de personnes qui, ont plein de contradictions dans la tête, qu'ils ne cherchent pas forcément à résoudre. bah, en fait, je pense qu'il dirait que s'ils ne les résolvent pas, ces contradictions, c'est parce qu'ils n'en ont pas conscience. Donc Ah d'accord. que c'est Mmh mh. que les 2 opinions qui sont en contradiction l'une avec l'autre sont en quelque sorte isolées dans leur système de croyances, mais ils ne les ont pas confrontées. Mmh. Mais et finalement, il y a toujours une cohérence et je suis assez convaincu par cette idée-là. C'est-à-dire que il y a toujours un souci de cohérence et que, et d'ailleurs, il y a le problème des sceptiques. Parce que les sceptiques, ils sont capables de dire une chose et son contraire, parce qu'ils argumentent pour et contre. Et pour Épictète, c'est des extraterrestres. Ça peut pas exister. Ils sont pas, humains parce que, par exemple, les sceptiques, ils sont capables de dire, heu «Oui, quand je rêve, bah, peut-être enfin, quand je suis éveillé, peut-être que je rêve». Et pour un stoïcien, ça, c'est complètement scandaleux parce que c'est évident pour un stoïcien que quand on est éveillé et il y a pas de doute à avoir. C'est une évidence. Et c'est pas possible autrement. Et donc, quand les sceptiques disent ça, Épictète, ça lui dresse les cheveux sur la tête parce qu'il comprend et sincèrement, c'est un point très intéressant, c'est que, dans son anthropologie, on pourrait dire: «C'est pas possible, ça peut pas fonctionner». Un être rationnel ne peut pas refuser l'évidence quand elle est devant ses yeux et il ne peut pas ne pas fuir la contradiction quand on la met sous ses yeux. Et là, la dialectique, bah, ça permet aussi de mettre, heu les contradictions, devant les yeux de l'interlocuteur. Par exemple, et donc de l'inciter à philosopher. On imagine quelqu'un qui a pas envie de philosopher et Épictète, il faut qu'il aille le chercher, il faut qu'il lui dise: «Bah, viens à mon école parce que tu en as besoin». Comment il va faire? Et ce qu'il peut faire, c'est, lui dire: «Mais tu veux être heureux». Il y a peu de chances que son interlocuteur lui réponde non. Il va lui répondre oui. Et ensuite, il va peut-être lui dire: «Mais là, tu accordes de la valeur aux choses qui ne dépendent pas de toi, à la richesse, à la mort, à la maladie, et cetera. Et en faisant cela, tu ne peux pas être heureux parce que tu vas toujours être empêché d'avoir ce que tu possèdes, d'avoir ce que tu désires. Et donc tu es en contradiction. Enfin, soit, ton attitude est contradictoire, soit elle est inconséquente. En fait, tu dis: «Je veux être heureux, mais si tu, en fait, tu donnes ton enfin, tu admets, enfin, tu soutiens que, si tu donnes ton, enfin, que tu accordes de la valeur aux choses qui ne dépendent pas de toi, tu ne peux pas être heureux. Pourtant, tu veux être heureux, mais tu accordes de la valeur aux choses qui ne dépendent pas de toi. Donc tu es en contradiction. Viens à mon école et on va sortir de la contradiction ensemble. Je vais t'apprendre à accorder de la valeur aux choses qui dépendent de toi, à ton âme et à cette condition-là, comme tu te, donneras comme objet de ton désir quelque chose que tu peux obtenir, tu pourras être heureux. Et donc ça va être une manière de lancer sur la voie de la philosophie aussi. D'accord, et en fait, Épictète, dans toute sa, dans son enseignement, parfois un peu, très colérique, parfois on a l'impression, j'ai enfin, je ne vois pas toujours en fait, son recours à la dialectique, un peu, à j'ai l'impression que c'est plus des insultes que de la dialectique. C'est vrai. Comment est-ce qu'Épictète, justement, qu'est-ce qu'il conseille, pratiquement de faire, pour, en utilisant enfin, quel usage il fait de la dialectique, dans son cas? Hem, Bah, en fait, ce qui est intéressant justement, c'est que ça rejoint l'idée du dialogue. Quand, Épictète dialogue avec avec ses disciples, soit il cherche à modifier leurs convictions, soit en fait, il leur montre la manière dont ils devraient raisonner. Et les questions et les réponses que Épictète fait peut-être tout seul, hein, moi je l'imagine bien devant sa classe, faire les questions et les réponses et il se dédouble.
Il fait les questions, il fait les réponses. Et il dit, voilà comment vous devriez faire. Ou parfois, il fait l'inverse. Parfois, il donne les mauvaises réponses. Il dit, voilà, alors si je réponds ça, et après, il leur dit, mais si vous faites ça, vous raisonnez mal. Et donc, souvent, en fait, la particularité d'Épictète, c'est qu'il leur met devant les yeux la manière dont ils devraient raisonner. Euh, après, euh, peut-être, il faut, enfin là, on peut développer ce point-là qui est Oui. important sur Épictète et donc sur le rôle de la dialectique dans l'exercice philosophique lui-même, parce qu'en fait, Épictète montre à ses disciples l'usage qu'ils doivent faire de la dialectique dans la conduite de leur vie, notamment dans les disciplines du désir et puis les disciplines de l'impulsion. Et comment est-ce qu'il, comment faire ça? Comment utiliser du coup la dialectique pour, la discipline du désir, et de Oui. l'impulsion? Et ben, en fait, ce qui est, il y a l'idée chez Épictète qui est récurrente, que tout est question de représentation et que ce qui importe en philosophie, c'est de soumettre ces représentations à un examen et d'en faire bon usage. Et alors là, il faut préciser un petit peu pour comprendre le rapport avec la dialectique. Mais l'idée, c'est que lorsque je reçois une représentation, par exemple, il fait jour. Là, en ce moment, il fait jour. Donc, j'ai la représentation qu'il fait jour. Et l'idée, c'est que l'événement extérieur modifie mon âme. C'est ça la représentation. Et cette représentation, je vais pouvoir ou non y donner mon assentiment. Parce que pour les stoïciens, l'âme, elle reçoit des représentations, elle y donne ou non son assentiment, et éventuellement suit de l'assentiment une réaction ou une action. Sauf que habituellement, on n'a pas du tout l'impression qu'on donne notre assentiment. Il y a l'idée que la représentation, elle s'impose à nous. Mais si je reprends l'exemple, il fait jour, il se pourrait très bien que je me réveille la nuit, et donc je suis encore un peu endormi, mais j'ai oublié d'éteindre la lumière. Et j'ai l'impression, je reçois l'impression qu'il fait jour. Le sage stoïcien qui donne jamais son assentiment de manière précipitée, Bah, aller vérifier. il va attendre, il va patienter un peu et avant de donner son assentiment, il va attendre d'être bien réveillé parce qu'il se dit: «Comme je suis pas bien réveillé, peut-être que mon impression est fausse», et il va attendre de voir qu'en fait, c'est pas le soleil qui brille, mais l'ampoule qu'il a oublié d'éteindre. Et donc comme il voit l'ampoule, là, il a une impression qui est clairement évidente, donc il y donne son assentiment, mais il ne va pas donner son assentiment à l'impression: «Il fait jour». Il va simplement donner l'impression son assentiment, l'impression, il fait clair. Il fait clair, mais la clarté ne vient pas du soleil, mais Mmh, de l'ampoule. de la lampe, Et en fait, là, on retrouve le schéma dialectique. L'idée, c'est que le schéma dialectique qu'on avait entre le maître et le disciple, où le maître pose des questions et le disciple doit valider ou non, et on fonctionne comme ça, et ben on l'a dans l'âme, avec soi-même. Et pour rejoindre un peu ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire que ce Mmh. dialogue, on l'a intérieurement avec soi-même, avec l'idée que les représentations qu'on reçoit, ce sont en fait comme des questions. Et Épictète le dit explicitement, il dit c'est comme des questions. Les interrogations nous posent des questions. Pardon, les impressions nous posent des questions. Et nous, ensuite, c'est à nous, il ne dépend pas de nous d'avoir telle ou telle représentation pour Épictète. Ça nous arrive. Donc on est passif. Là où on devient actif, c'est dans la possibilité de valider ou non la représentation qui nous arrive. Et c'est là, Mmh. et en fait, tout notre pouvoir, Faculté de choix. et la faculté de choix, c'est ça. La faculté de choix, c'est la faculté de donner son assentiment ou non à la représentation qu'on reçoit. Et toute notre liberté réside là. Et il y a l'idée, il prend des images comme la pièce de monnaie ou le portier. Alors l'image de la pièce de monnaie est pas mal. C'est quand on nous donne une pièce de monnaie, on va vérifier si elle est vraie ou pas, si c'est une vraie pièce ou pas, avant de l'accepter. Et il nous dit: «Mais oui, mais avec les représentations, on ne le fait pas. On les reçoit sans les avoir vérifiées, sans avoir pris soin de les soumettre à un examen avant de savoir si elles sont justes ou pas».
Et il y a l'image du portier aussi, où en fait, il faut imaginer que, si on reprend l'image de la citadelle intérieure de Marc Aurèle, et ben, Mmh. l'âme, c'est comme une citadelle intérieure, et puis il y a le portier, c'est l'assentiment. C'est la faculté d'assentiment. Est-ce Et les qu'on laisse entrer ou pas? représentations Oui, je vois. qui Mmh. cherchent à rentrer, et l'assentiment, il ne doit faire entrer dans la citadelle intérieure que les représentations vraies. Parce que s'il Mmh. fait rentrer une représentation fausse, il fait rentrer le loup dans la bergerie. Il va venir, introduire une impression fausse qui ensuite va pouvoir avoir peut-être des conséquences, du point de vue émotionnel et du point de vue du comportement. Je vois et donc il faut, ben, avoir, ce dialogue donc avec toutes les représentations, C'est ça. pour, savoir quelle réponse on donne. Voilà. Est-ce que la lumière, d'accord, il y a de la lumière, mais est-ce que cette lumière-là est, vraiment, vient vraiment du jour ou pas? Donc après, ben, on a un peu plus d'informations et puis, on voit que, bah, c'est le soleil ou alors non, c'est pas le soleil, c'est une lampe ou C'est et ça. cetera. D'accord, Et d'accord. Donc c'est et ça la dialectique devient, bah, quotidienne tous les jours, avec, nous-mêmes. absolument, et donc ça a évidemment des répercussions dans la discipline du désir, dans la gestion des émotions. Et dans la suppression des passions. Et parce qu'il y a des passages où il va dire, par exemple, «Le fils d'un tel est mort». Donc ça, c'est la représentation que je reçois. Il va dire: «Mais en fait, attention, considère ça comme une question». Et en fait, pas tellement «Le fils d'un tel est mort», mais comment tu dois réagir à cette représentation? Et il dit: «Réponds: "Cela ne relève pas de mon choix, ce n'est pas un mal"». Donc en fait, là, il synthétise un petit dialogue qu'il faut avoir avec soi-même. L'idée, c'est: je reçois, la nouvelle qu'un fils d'un tel est mort. Donc j'ai cette représentation qui me vient. Si ou alors je le vois de mes propres yeux. Cette représentation, elle est évidente et je n'ai pas de raison de refuser mon assentiment. Il est mort, il est mort. Après, la question, c'est: est-ce que je dois juger que c'est un mal? Et le problème, c'est qu'on a bien souvent dans, son esprit l'opinion fausse selon laquelle la mort est un mal et selon laquelle la mort d'un proche est, un plus grand mal encore et selon laquelle la mort d'un fils est encore pire. Et ce qui revient à dire, si le fils, d'un proche meurt, alors c'est un mal. C'est ça en fait qu'on a c'est ça l'opinion qu'on a en tête. Maintenant, si on reçoit l'impression que le fils d'un tel est mort, ça risque d'activer cette opinion selon laquelle si le fils d'un proche est mort, alors un mal s'est produit. Et donc on va donner notre assentiment à la représentation selon laquelle cela est un mal. Et généralement, en fait, alors c'est beaucoup plus immédiat que ça. On reçoit la nouvelle et en fait, on ne ce que nous dit Épictète, c'est que en fait, on voit même pas que c'est des questions qui nous sont posées et auxquelles on a la possibilité de répondre. On a l'impression que c'est des affirmations Mmh. qui s'imposent à nous. Mais Épictète dit: «Non, alors prends ton temps, un fils est mort, est-ce que c'est un mal?» Et là, souvent, il dit: «Applique la règle», dans ce cas-là. Donc tu suspends ton jugement, tu prends un temps de réflexion et il dit: «Applique la règle». Alors qu'est-ce que c'est appliquer la règle? Bah, par exemple, c'est appliquer la distinction entre ce qui dépend de nous et ce qui ne dépend pas de nous. Hem, ou alors là, dans ce cas-là, heu, l'idée si je prends peut-être oui, disons, mon fils est mort, est-ce que c'est un mal pour moi? Si on applique la distinction entre ce qui dépend de nous et ce qui ne dépend pas de nous, on a un événement qui ne dépend pas de nous, la mort du fils, et le fait que ça m'afflige, on pourrait dire, si, mon fils est mort, je dois m'affliger, et le «je dois m'affliger», par contre, ça, c'est un événement qui dépend de nous. Donc en fait, lorsque l'on s'afflige ou lorsque l'on se sent contraint de s'affliger lorsqu'on a perdu un proche, pour Épictète, on a donné son assentiment à une implication. Si A, alors B. Si mon fils est mort, alors je dois m'affliger, je ne peux pas ne pas m'affliger. Et cette implication, elle s'impose nécessairement. Et ce que va dire Épictète, c'est que si on applique la distinction entre ce qui dépend de nous et ce qui ne dépend pas de nous, on se rend compte qu'en fait, on a fait une implication entre un événement qui ne dépend pas de nous et un événement qui dépend de nous. Et ça, c'est pas possible.
Parce que si un événement qui ne dépend pas de nous implique nécessairement un événement qui dépend de nous, bah, c'est-à-dire que l'événement qui dépend de nous ne dépend plus de nous. Et Mmh. donc, l'idée, D'accord. c'est de dire, mais lorsque tu te dis, il m'est arrivé telle chose, je ne peux pas ne pas m'affliger, en fait, tu donnes ton assentiment à une implication fausse. Tu n'es pas conséquent. Il faut que tu te rendes compte que la conséquence ne suit pas de l'antécédent. Le conséquent ne suit pas de Mmh. l'antécédent. Et donc, tu as fait une faute logique. Voilà, tu as fait une faute logique. Donc, tu reconnais la faute logique. Et si tu vois la faute logique, à la fin, tu vas dire que tu ne vas pas donner ton assentiment à la représentation que ce qui t'est arrivé est un mal. Mmh. Et donc, il y a toute D'accord. une série de, Mmh. d'usages comme ça qui permettent de t'aider. Alors après, c'est assez compliqué parce que, heu, par exemple, le i Épictète, donc il dit: «Mais lorsque tu reçois de l'argent, est-ce que tu t'es demandé si c'était un bien?» Là, on pourrait se dire: «Bon, bah, alors je vais se dire, oui, le bien, c'est quelque chose qui est toujours avantageux. Or, parfois, c'est pas bien d'être riche parce que, par exemple, ça suscite la jalousie de l'empereur et je vais me faire exécuter ou on va m'imposer un suicide. Donc c'est pas avantageux, donc l'argent n'est pas un bien». Le seul problème, c'est que, dans notre ensemble de croyances, il y a des, chaînes, d'implication entre nos différentes croyances. Et par exemple, si je pense que, la maladie est un mal et que j'ai besoin d'argent pour me soigner, bah, le fait de penser que la maladie est un mal et que j'en ai besoin pour me soigner et que j'ai besoin d'argent pour me soigner, va me faire croire que l'argent est un bien. Si je pense Mmh. que la mort est un mal, que la maladie peut causer la mort et donc qu'elle est aussi un mal, et que la maladie nécessite de l'argent pour être évitée et donc que l'argent est un bien, là on a une chaîne dans toutes nos opinions. Et donc c'est très difficile à détricoter. Il faut tout reconfigurer, mais il y a une résistance de toutes nos croyances parce que ça va être très difficile de réformer toutes nos jugements pour éviter de donner notre assentiment. Oui, je vois, parce qu'il y a potentiellement dans tout ce qu'on, dans toutes nos croyances, quelque chose qui peut entrer en contradiction et ben, nous pousser à donner notre assentiment à une, idée, mauvaise et Absolument, ouais, oui, d'accord. Mais ce que quand même, nous apprend Épictète, c'est que, heu en pensant ça, en pensant à, ces idées de représentation comme, bah, notre voix intérieure, c'est que, nous avons tous une voix intérieure, peut-être, que moi, hein, qui ai une voix intérieure, mais pour tous ceux qui ont une voix intérieure, c'est de ne pas prendre tout ce que cette voix intérieure dit comme, argent comptant, comme quelque chose qui est vraiment, hem, la vérité ou alors que c'est vraiment, ce que nous pensons, mais de remettre ça en question, de se dire à cette voix intérieure, peut-être que, enfin, je vais pas, dire que: «Ah, c'est ce que je pense», mais est-ce que c'est vraiment ce que je pense? Donc, remettre et donc dialoguer avec soi, avec cette voix intérieure, avec une autre voix qui, elle, est plus choisie et plus, raisonnable, pour, bah, aller vers, bah, de meilleures conclusions et ne pas donner son assentiment à, une idée qui est, mauvaise, voire dangereuse, hein, ou, voilà, qui peut nous pousser à de mauvaises actions. absolument, oui, oui. Bah, évidemment parce que si on donne notre assentiment à l'idée que, l'argent, est un bien et qu'on perd une grande somme d'argent, on va donc considérer qu'il nous est arrivé un mal et on va donner notre assentiment à une représentation fausse et cette représentation fausse, elle va avoir comme conséquence un chagrin énorme. Peut-être une crainte de l'avenir parce qu'on ne sait pas comment on va s'en sortir et alors c'est pas tellement d'abord c'est désagréable, mais c'est pas le plus grave pour les stoïciens. Le plus grave, c'est que ça va nous faire vivre d'une manière qui n'est pas vertueuse, qui n'est pas Mmh mh. rationnelle, qui n'est pas cohérente non plus parce qu'en fait, on est en contradiction. On pense qu'on cherche à être heureux, mais on s'attache à des choses qui nous rendent malheureux ou on s'attache au bien comme quelque chose qu'il faut garder à tout prix. On s'attache à l'argent comme quelque chose qu'il faut garder à tout prix, alors qu'on sait très bien par expérience qu'on peut le perdre. Et donc on est toujours pétri de contradictions, ça nous fait vivre de manière incohérente. Et puis en plus, on rechigne à ce qui arrive, aux événements. Et donc on vit en désaccord avec la nature. Donc ça a toutes ces conséquences-là
ensuite, d'un point de vue moral, d'un point de vue physique, qui est dans notre rapport à la nature et qui fait que si on fait cette erreur qu'on peut décrire comme une erreur logique ou dialectique au départ, ça a toutes ces conséquences-là ensuite désastreuses sur notre vie. Je vois. Ouais, ouais, c'est très, très intéressant. Merci beaucoup pour toutes ces explications sur la dialectique. On arrive bientôt à la fin du podcast, mais j'aimerais avant la fin demander quels ont été les résultats, selon vous, les plus significatifs de votre travail de recherche sur l'usage de la dialectique chez les stoïciens? Bah, je pense, pour dire en quelques points rapides, il y a une chose que je trouve importante, c'est de comprendre que la doctrine stoïcienne, elle n'est pas figée. Même si, comme je disais au départ, il y a une certaine constance et il n'y a jamais vraiment de rupture nette. Mais en même temps, chaque stoïcien a reformulé lui-même la doctrine. Et ça, c'est lié à la dialectique, en fait, parce qu'il y a toujours l'idée que la doctrine, chacun la reçoit. Mais comme les représentations dont on parlait. En fait, c'est lorsqu'on a un principe qui nous est proposé, lorsqu'on lit un traité de Chrysippe, par exemple, il y a des principes qui nous sont proposés, et c'est à nous, aux stoïciens, donc c'est à celui qui les reçoit de les réactiver, de ne pas les recevoir comme un dogme qui serait vrai parce qu'il a été établi, mais d'avoir le soin de l'établir par soi-même, d'abord parce que c'est ce qui nous permet de vérifier qu'il est vrai, et puis aussi c'est la condition pour qu'il soit vraiment installé de manière stable dans notre âme. Je pense que, et c'est important aussi, finalement, parce que souvent le stoïcisme, on peut y voir un ensemble de préceptes, de règles de vie, comme avec le manuel, où en fait on a des règles courtes qui sont énoncées. Et ça peut être une entrée, en fait, évidemment, parce que Sénèque dirait, oui, il faut commencer par des règles simples, on ne va pas commencer tout de suite par des choses trop compliquées. Mais en même temps, je pense qu'après, au bout d'un certain temps, il faut s'autoriser à réexaminer soi-même, à aller chercher soi-même les justifications et à penser par soi-même en se disant que les stoïciens, considérant qu'ils sont dans le vrai, si on pense par nous-mêmes et qu'on pense bien, on devient nécessairement stoïcien. Donc, on ne prend pas de risque. Ça, je pense, Mm. c'est un point important. Après, il y a un autre point qui est important aussi, c'est sur le caractère progressif et ça rejoint un peu ce que je disais sur le Mm. caractère progressif de la formation, de la Ouais. progression morale. C'est une vraie progression avec différentes étapes. Une étape où il faut d'abord essayer d'avoir la résolution, de philosopher, il faut conserver cette résolution, il faut essayer de changer d'abord un petit peu son comportement, et puis après, il faut trouver le moyen d'installer ça dans son âme de manière plus solide. Et puis, je pense le dernier point important, c'est le point qu'on a discuté au final, c'est-à-dire sur comment mettre en pratique Mm. les principes théoriques, avec l'idée qu'on peut toujours se dire, oui, pour les stoïciens, parmi les choses, il y a les biens, les maux et les indifférents, et si on en reste là, finalement, ça ne change pas notre vie. Ce qui change notre vie, c'est quand on commence dans une situation concrète et qu'on reçoit une représentation, on la suspend avant de donner notre assentiment. On applique la règle. Parmi les biens, parmi les choses, les unes sont bien, bonnes, les autres sont mauvaises, les autres sont indifférentes. On classe et on voit où ça nous mène. Et on a suspendu et on donne ou non notre assentiment à la représentation en question. Et là, ça peut avoir un effet dans les exemples que je donnais. Si on suspend notre assentiment à la représentation qui m'arrive à un moment donné dans un contexte précis, et qu'on mobilise un principe plus général, là, on applique concrètement le principe, et puis c'est sur ça qu'insiste toujours Sénèque, et en particulier Épictète, quand il dit à ses disciples, une fois que vous êtes sortis de l'école, vous oubliez tout ce que vous avez appris. En fait, ce n'est que des principes théoriques, mais vous n'en faites pas usage dans le traitement de vos représentations au jour le jour. Mm. Oui, je vois vraiment le côté pratique euh, du stoïcisme aussi. Ben, merci beaucoup, vraiment c'est très très intéressant Merci à toutes ces vous, merci pour votre discussions sur invitation. la logique et la dialectique. Donc Rodolphe Le Penru, j'invite tous ceux qui sont intéressés euh, par votre travail d'aller lire votre thèse que je mettrai en description du podcast. Merci beaucoup, Merci encore. à une prochaine fois. C'était le Stoïcisme aujourd'hui, podcast de l'association Stoa Gallica.
Merci pour votre écoute.